Les études en Allemagne ne sont pas toujours quelque chose de facile, et tant bien qu'on termine avec cette étape-là, à savoir de réussir ses études malgré les difficultés qui vont avec. Et après, même que les études sont terminées, il faut savoir aussi se vendre. Il faut savoir comment faire un bon CV et comment même arranger son dossier de postulation dans les différentes entreprises pour être pris. Et une fois même qu'on est accepté déjà à l'interview, même, il faut aussi assurer pendant l'interview. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont étudié, et il y a parmi ceux-là qui ont fait les études dans un domaine qui n'ont parfois rien à voir même avec dans le cadre même de comment même se vendre lors d'une interview. C'est l'invité d'aujourd'hui que j'ai pour toi, pour te montrer, qui a décidé, malgré ses études, d'un domaine totalement autre dans ce qu'il fait aujourd'hui, et qui a aussi accepté non seulement cette interview, et accepté également de prendre de son temps, qui est déjà précieux, pour apporter déjà son côté technique et managérial à d'autres Camerounais là, ou d'autres étudiants étrangers là, qui ont cette étudié, qui ont également même un fort potentiel, mais qui ne parviennent pas malheureusement à se vendre. Et c'est le cas de beaucoup d'étudiants étrangers en Allemagne. Donc on va aller tout de suite à la rencontre de celui-là qui met son temps là, et vraiment, je ne t'en dis pas plus, on se retrouve juste derrière avec notre invité. Audio Jungle. Voilà, ok, donc bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation déjà Consti dans la chaîne Réussi en Allemagne. Et sans plus tarder, je vais donc passer par te demander de te présenter déjà qui est Consti et qu'est-ce que tu fais, donc en gros, avant qu'on entre dans le vif du sujet. Oui, merci pour l'invitation, merci, c'est un honneur pour moi de partager avec vous, avec les Camerounais de la diaspora et partout dans le monde d'ailleurs, hein, de partager avec vous mon expérience. Moi, c'est Constantin Faham, aussi connu sous le nom de Consti, comme tu as dit, et je suis originaire du Cameroun, vivant en Allemagne depuis bientôt, on va dire, 14 années. Okay. Et donc j'ai un bagage d'expérience que je peux mettre à la disposition de nos frères. Et voilà, j'ai étudié à la base biotechnologie à la FA de Mannheim. Okay. Les études sont allées très vite pour moi, hein, parce que on va dire, je fais partie de ceux-là qui vont très vite à l'école. Hein, okay. Donc c'est pas pour me donner des fleurs, mais c'est allé très vite. Et juste après les études, je me suis lancé dans la vie sur le marché de l'emploi. Ça fait bientôt, on va dire, 11 années que je travaille, et en même temps que je suis recruteur, parce que je gère une équipe de, on va dire, de 9 employés que j'ai recruté moi-même. Et donc j'ai une expérience dans le recrutement qui pourrait être utile pour nos frères. Pour les personnes, ok. Oui. Donc maintenant, ça c'est un peu en gros le parcours. Mais si tu travailles depuis 11 années et tu es là depuis 14 ans, tu as pratiquement fini ton bachelor en 3 ans, quoi. Exactement. Oui, c'est allé super vite. Oui. Ok, donc on va aller sur retourner sur le côté déjà partant du Cameroun, parce qu'à l'époque, ça c'était compliqué déjà en Allemagne, dans le sens d'engagement, même je veux dire, savoir que bon voilà, il faut forcément les études, parce qu'à l'époque, il y avait encore beaucoup la restriction de savoir il ne faut pas finir ses études rapidement, sinon on ne trouve pas le boulot. Est-ce que tu as connu ça? Oui. Bon, déjà, mon parcours a été très intéressant, hein, parce que déjà après le bac, vu que ma famille était à l'étranger, donc moi, je n'avais pas d'idée de faire l'université au pays. Je me suis directement lancé dans les cours de langue. Là aussi, ça allait très vite. Et j'avais le choix entre les États-Unis et l'Allemagne, parce que toute ma famille est aux États-Unis. Okay. Et parce que l'Allemagne m'a donné le visa avant les États-Unis, c'est comme ça que je me retrouve en Allemagne. Ouais. Donc je me retrouve en Allemagne, pourquoi? Parce que étant pressé de partir du pays, l'Allemagne a dévancé les Américains, on va dire comme ça. Et c'est comme ça que je me retrouve en Allemagne. Et à la base, moi je voulais étudier médecine. Je voulais faire médecine. Okay. J'ai eu l'admission en médecine à l'université de Heidelberg, mais parce que les études de médecine, je ne m'imaginais pas faire 10 années. Hein, j'avais les crampes au ventre quand je voyais 10 années, la spécialisation inclue. Hein, je me disais non, ça fait trop long. Et puis je me suis dit, bon, au lieu de faire médecine, je vais faire le cousin, qui est biotechnologie, qui n'est pas très loin. Qui n'est pas très loin. Et c'est comme ça que je me suis lancé en biotechnologie. Et à l'époque, c'était très restreint, hein, comme tu dis. C'était avec numerus clausus à la FA de Mannheim. Et la FA de Mannheim, à cette époque, avait une très bonne réputation. Paraît-il, hein, aujourd'hui, c'est plus ça. Mais avant, pour entrer en biotechnologie, c'était très limité. On limitait déjà le nombre de places. Et puis, c'était sur études de dossier, genre, je me souviens plus trop, hein,
des critères voilà, d'admission, mais c'était limité. Hein. Et donc j'ai fait... c'est allé vite, hein, et j'ai eu la chance de trouver le travail, de signer mon contrat de travail même avant avoir fini les études. Les études, ok. Ouais. Donc pendant la thèse peut-être. C'était pendant, disons que quand je faisais le practicum, quand je faisais, pendant le practicum, j'ai eu la chance d'être dans une entreprise. Et là, je vais peut-être donner aussi un premier conseil, hein, parce que j'avais le choix entre Roche. Pour ceux qui connaissent Roche, c'est dans le domaine du diagnostic, c'est un géant, hein, du domaine diagnostic. J'avais le choix entre Roche et une petite entreprise, pas très connue, un petit laboratoire pas très connu. Mais quand je voyais le profil, hein, la description du job chez Roche, c'était pas intéressant. Tu vois, je ne voyais pas trop ce que ça devait m'apporter. Mais eux, ils donnaient beaucoup d'argent. Hein. Ils donnaient, c'était une différence de 400 €. Hein. Pour un étudiant, c'était vraiment alléchant. C'était quelque chose beaucoup. Hein, c'était vraiment alléchant. Et puis, mais après, je me suis dit, bon voilà, entre l'argent et l'expérience, qu'est-ce que tu choisis? Je ne vais pas mentir en disant que j'ai pas réfléchi. Hein. Ça m'a coûté beaucoup de nerfs et tout. Mais après, je me suis dit non, je favorise l'expérience. Et c'est comme ça que j'ai choisi ce petit laboratoire du nom de Limbach, qui m'a valu aujourd'hui tout ce que j'ai atteint. Hein, parce que pendant la période du practicum, ils ont constaté que j'avais un potentiel. Et c'est comme ça qu'ils m'ont fait confiance et m'ont envoyé à l'étranger pour installer des nouveaux laboratoires. Ah bon? Hein, donc, étant étudiant, je faisais déjà des voyages. J'ai installé, par exemple, au Kenya, en Afrique du Sud. Wow. Je suis allé même, c'était à Madagascar. Tu vois, tout ça en tant qu'étudiant. Et c'était magique. C'était magique. C'était super. Ouais. Tu vois, ce que les 400 € auxquels j'ai renoncé, c'est que ça m'a valu après. Et c'était tout payé. Hein. Il y a tous les frais d'hôtel, tout était payé. Avec les primes également, peut-être. Avec les primes, bien sûr, bien sûr. Parce que, en fin de compte, tous les séjours que je passais, c'était 100 € de primes par jour. Tu vois? Donc, en fin de compte, c'était super, super, super. Donc, moi, mon premier conseil aux étudiants, toutefois que vous avez le choix entre le gros salaire et l'expérience, choisissez l'expérience. Pourquoi? Parce que c'est l'expérience qui va attirer le gros salaire après. Le gros salaire après, ouais. Même dans le monde du travail. Hein, ça ne se limite pas que à l'étudiant, hein, même ceux qui travaillent et qui font des demandes d'emploi. Toutefois, qu'il faut faire le choix entre le gros salaire et l'expérience, il faut choisir. Parce que moi, je dis toujours aux gens, l'argent va tellement vite que si tu veux prendre les devants, tu veux courir après l'argent, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Hein? Donc, du coup, il faut choisir l'expérience de telle sorte que l'argent soit derrière. C'est une conséquence, en fait. Exactement, exactement. Donc, c'est ça mon premier conseil. Et justement, avec cette entreprise-là, avant que je finisse le bachelor, on avait déjà signé le contrat. Et voilà. Et tu as bossé là-bas, quoi, quelques années. Donc, j'ai bossé là-bas. J'ai dit, tantôt, j'ai fait biotechnologie. Mais dès le départ, moi, j'avais déjà une vision. Je savais ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Et des choses que je ne voulais pas, c'était travailler dans un laboratoire. Donc, dès le départ, c'était clair pour moi que je ne vais pas travailler dans le laboratoire. Et c'est comme ça que je me suis positionné en tant que commercial. Et quand j'ai commencé, j'étais avec l'avantage des langues, avec l'avantage culturel. C'est comme ça que j'étais tout le temps parti, j'étais tout le temps dans les voyages pour représenter l'entreprise. Et là aussi, j'invite nos frères, hein, à ne pas négliger l'avantage culturel et les langues qu'on a. C'est un super gros avantage. Parce que s'il faut faire le choix, s'il y a un projet, disons en Afrique, et il faut faire le choix entre un Allemand qui n'a jamais touché la terre africaine et celui-là qui est né là-bas, a grandi là-bas, connaît la culture, connaît la langue, c'est clair qu'il est avantageux. Pour l'entreprise, c'est mieux que ce soit lui qui aille représenter l'entreprise. Mais malheureusement, nos frères, ils négligent cet avantage-là. Ils se disent que, bon voilà, en Allemagne, on ne parle pas le français, mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que le monde est devenu un tout petit village. Hein. Les entreprises ne peuvent plus s'en sortir si elles ne vont pas à l'extérieur, si elles n'expandent pas leur marché. Et donc, j'invite les frères à vraiment accorder de la valeur à cet avantage-là. C'est un avantage naturel qu'on a.
la culture, les langues, et c'est un grand atout. C'est un grand atout, ok. Mais je voulais un peu revenir sur le côté, parce que ça, c'est les années 2006 que tu es arrivé en Allemagne à peu près, non? Oui, 2006, exact. Et je sais que c'est juste avant la crise, donc 2008 il y avait la crise, et en 2006, et tu as fait les études à Mannheim. Mannheim était aussi bruyant comme maintenant à l'époque, comme aujourd'hui. Je veux dire, écoutez, fête et tout. Oh, c'était comment avant? Ah, moi, là, je peux te garantir que moi, c'est l'une des plus belles périodes de ma vie. Hein, après la puberté. Hein, parce que la puberté, c'était le top. Si je pouvais rentrer à une période de ma vie, ce serait à la puberté. Hein, les classes de 3e, seconde, parce que là, on a fait beaucoup de foutaise. Mais après les études à Mannheim, c'était super, super intéressant. Pourquoi? Parce que je me suis beaucoup amusé. Hein. J'avais un groupe d'amis avec lequel tous les vendredis, hein, on se faisait des petites fêtes. C'était tous les vendredis. Des fois, on commençait même la fête le mercredi. Hein. Donc, c'était mercredi, jeudi, vendredi, samedi, même le dimanche des fois, parce qu'il y avait des clubs à Francfort. Et à cette époque, il y avait beaucoup de bases américaines. Oui, justement, oui, les bases militaires. Ouais. Donc, il y avait beaucoup de fêtes. Les Américains, c'est des fêtards. C'est des fêtards. Donc, on était en permanence dans la fête. Mais je savais faire la part des choses. Mais comment? Quand il fallait étudier, franchement, je me mettais à étudier. Quand il fallait faire la fête, j'allais à fond. J'allais à fond. Mais là, l'avantage que moi j'ai toujours eu, c'est de ne pas attendre la période des examens pour bûcher. Hein? Donc moi, j'allais au rythme des professeurs. Des fois, je prenais même un peu d'avance parce que parallèlement, comme tout étudiant, je travaillais. Hein? Et parce que je ne voulais pas souffrir de la période des examens, justement, ne pas avoir des fonds pour pouvoir payer tout ce qu'il faut payer pour un étudiant, je prenais un peu d'avance. Et c'est comme ça que j'étais libre de faire les fêtes. Parce que dans mon programme d'études, je n'avais pas de manquement. De manquement, ok. Et le côté finance maintenant des études, c'était comment avant? Tu avais ta caution ou tu finançais comment? Il y avait quand même les jobs? Bon, déjà, je suis venu avec la caution. La caution est supposée aller sur 2 ans, dans le meilleur des cas. Mais chez moi, c'est allé en 8 mois. En 8 mois, c'était terminé. Parce que j'ai vraiment brûlé la caution. Bon, après, c'est ça. Hein, et c'est peut-être ce qui m'a responsabilisé. Parce que l'argent que tu n'as pas travaillé, bon, déjà, merci à mon papa. Parce que c'est... Hein? L'argent que tu n'as pas travaillé est facile à dépenser. Hein? Et donc, j'avais, je ne sais pas c'était combien, 10 000, quelque chose comme ça dans le compte. Et j'ai brûlé ça comme ça. Mais après, je ne regrette pas parce que ça m'a responsabilisé. Quand cet argent est fini dans le compte et que je n'avais plus vraiment d'euros, je n'avais plus de cents, je parlais en termes de cents. Et là, c'est là que j'ai compris la vraie valeur. Hein, ouais, j'ai compris la vraie valeur d'un cent et ça m'a responsabilisé. J'étais plus économique, j'étais moins dépensif et voilà. Et tu as pu gérer avec les petits jobs à côté et tout? Non, là j'ai toujours été très travailleur. Dans les jobs, j'en faisais. Il y avait quand même. Je faisais des jobs. Il y avait des jobs à l'époque. C'était des jobs. Bon, déjà moi je ne triais pas. Hein. Tu voyais si tu peux. Oui, parce que pour moi je voyais ça toujours comme une expérience. Je ne m'étais jamais mis dans la condition de celui-là qui ne veut pas faire tel job, qui ne va pas faire tel job. Parce que pour moi c'était une expérience. Hein. Moi je voyais la chose comme une expérience. Je vais apprendre. Et il y a des jobs que j'ai eu à faire, des jobs vraiment à la con, hein, qui aujourd'hui m'aide beaucoup, hein, parce que des choses que j'ai appris, tu vois, et c'est beaucoup de choses que j'ai à magasiner et ça m'a rendu plus créatif, ça m'a rendu plus ouvert. Et moi j'encourage les étudiants en termes de job. Il est question de se faire de l'argent. Hein? Il est question de se faire de l'argent. Et je pense même que le secret des fois de la vie, c'est apprendre à faire les choses qu'on n'aime pas. Hein, parce que sortir un peu de sa zone de confort. Il faut sortir sa zone de confort. Parce que si tu veux te limiter seulement à ce que tu aimes, voilà, ton monde sera trop petit. Ton monde sera tellement petit et il faut des fois se challenger. Hein. Je me souviens, le job qui me marque le plus aujourd'hui, je vais un peu parler comme nos parents. Bien sûr. Nos parents qui nous disaient, quand on venait demander l'argent des beignets, nous disaient, mais tu sais, à notre époque, nous on faisait 50 km pour aller à l'école et tout. Donc moi, je suis fier de certains jobs que j'ai faits parce que à un moment donné, je pourrais dire à mes enfants, mais vous voyez, j'ai eu à casser les pieds. Hein. J'ai eu à casser les pieds pendant l'hiver sans les gants en Allemagne et c'est autant de bons souvenirs que je garde, hein, et ça me permet de garder les pieds sur terre, bien sûr, de ne pas me prendre la tête. Bien sûr. Dans un secteur important. Et la crise, comment tu la gères? 2007-2008
Bon, moi, je vais t'avouer que j'ai pas beaucoup ressenti ça. Hein. J'ai pas beaucoup ressenti ça parce que j'avais toujours des solutions à mes problèmes. Et comment je solutionnais? Comme tout étudiant, je n'arrivais pas des fois à payer mon loyer ou je n'arrivais pas à payer l'assurance. Mais j'étais très, comment je vais dire, j'étais assez créatif. Hein. J'étais dans mes solutions. Ce que je faisais, c'est quoi? Pendant les jobs d'été, quand j'avais beaucoup d'argent, je payais mon assurance en 6 mois. Ah bon? Oui. Donc, je payais en 6 mois. Je payais en avance sur 6 mois. Et ça fait que j'avais 6 mois de relaxation. Je ne stressais pas trop par rapport à ça. Ou alors, quand j'avais des aérés de loyer, j'avais accumulé 2 mois, 3 mois, j'ai eu la chance de travailler dans des trucs comme Mercedes, comme, tu vois, les grands groupes là qui payaient 2000 €. Et donc, quand j'avais cet argent, je payais en avance. Même le loyer. Hein. Même le loyer. Si je pouvais payer 2 mois, je payais 2 mois. Si je pouvais payer 1 mois, je payais 1 mois. Donc, très souvent, j'avais des aérés, mais je payais tout ça et puis peut-être 1 mois en avance, mais surtout l'assurance. C'est ça qui m'aidait beaucoup. Surtout, parce que c'était combiné avec les études, non? Exactement. L'assurance n'est pas là, les études, justement, prendre un coup et tu as les problèmes, en fait. Exactement. Donc, je me rassurais toujours de payer en avance quand je pouvais. Ok. Ouais. Donc là-bas, c'est vrai que tu as fait c'était encore le cycle diplôme à l'époque ou c'était bachelor déjà? Non, je suis la première génération du bachelor. Donc j'étais en tronc commun avec les diplômes. Eux qui étaient la dernière génération, moi qui étais la première génération. Donc à un moment donné, les 3 premiers semestres, j'ai eu à payer les 500. C'était 500 à l'époque, oui. C'était sur 3 semestres et puis on a annulé et j'ai terminé sans ça. Non, mon premier semestre, je ne payais pas et puis on a introduit, j'ai payé 2 ou 3 semestres comme ça, mais après on a encore annulé. Ils ont encore annulé, ouais. Du coup tu as profité, tu as fini. Donc après le bachelor direct, tu te lances dans l'entreprise. Justement, justement. Et donc, je me lance dans l'entreprise. J'ai la chance de beaucoup voyager, de gagner en expérience à l'international, de voir ce qui se fait ailleurs. Et c'est comme ça que ça ouvre mon esprit. Hein, ça ouvre mon esprit à aller chercher beaucoup plus loin. Et c'est comme ça que je me développe personnellement. Et dans très peu de temps, parce que j'étais très ambitieux. Hein, j'ai toujours été très ambitieux. Je me développe personnellement et c'est comme ça que j'ai réussi à décrocher des postes de manager, j'ai réussi à décrocher des postes assez intéressants. Avec ton même boulot là, où tu as j'ai eu à changer. J'ai changé. Après combien de temps à peu près? Après, j'ai changé après, on va dire, 9 ans. Dans une même entreprise? Donc, je suis resté 9 ans dans une entreprise, oui. Je ne sais pas, des fois, je me demande si ce n'était pas une erreur, mais je ne pense pas. Parce que, vu que je voyageais beaucoup, j'étais toujours confronté à des nouvelles situations. Tu vois, donc, c'était très diversifié et je ne m'ennuyais pas. Mais après, à un moment donné, je me suis dit, il est temps pour moi de passer à autre chose. Ouais. Mais si je peux encourager les gens, hein, si je devais refaire ça, après peut-être 3 ans, je penserais à changer. Ah bon, même si tu te sens encore à l'aise? Oui, histoire de multiplier mon expérience. Hein, parce que les entreprises c'est pas le même environnement. C'est vrai, ouais. Du moins, moi je dirais que le signal pour penser à changer, c'est quand on sent qu'on n'apprend plus grand-chose. Hein? C'est-à-dire que si tu es dans une entreprise et tu sens que tu as déjà atteint le maximum de ce que tu peux apprendre là-bas, c'est qu'il est grand temps de considérer l'idée de quitter. Mais bon, après, c'est difficile pour les gens. C'est difficile pour les gens de changer parce que ils ont peur du changement. Et il y a une raison à cela, c'est que les gens sont plus concentrés sur ce qu'ils ont à perdre plutôt que sur ce qu'ils ont à gagner. En fait. Hein? Donc, ils se disent, bon voilà, ici ça va peut-être bien. Est-ce que je ne perds pas ce qui est bien ici? Ils ne pensent pas qu'ailleurs ça peut être mieux. Tu vois, il y a toujours mieux. Il faut juste s'informer, se renseigner et finalement courir le risque, quoi. Et courir le risque. Donc, ce qui m'envoie dans le deuxième rempart, parce qu'on est très très actif à côté du salariat, en fait, du côté employé classique et avec les enfants. Mais comment tu gères ça? Comment tu es ici? Tu as quand même, tu n'as pas un enfant, tu n'as pas peut-être 2 enfants. J'en ai 4. Voilà, tu as 4 enfants, tu vois. Oui. Mais comment tu prends le temps? Tu travailles 2 heures par jour, c'est quoi ton secret? Oui, bon, déjà, ça c'est important, le management de temps. Parce que le temps, déjà, c'est la denrée la plus rare qu'on puisse avoir. Si je fais un peu le parallèle avec l'argent,
à tout moment, tu sais ce que tu as dans ton compte comme argent. Mais en question de temps, tu ne sais jamais. Je ne sais pas. Ce qui te reste comme temps. Ouais, tu ne sais jamais. À vivre, ouais. Et le temps perdu, tu ne peux jamais le rattraper. Ouais. Et moi, j'ai 2 secrets. Hein. Le premier secret, c'est je mène une vie de limitation de regret. C'est-à-dire que je ne veux pas regretter ce que je fais. Raison pour laquelle je vis ma vie en rétro. Je commence à vivre ma vie à partir de 80 ans. Je me demande, à 80 ans, tu veux être qui, hein? Quelle est la personne que tu veux représenter? Qui est-ce que tu veux être? Je sais qui je veux être à 80 ans et je vis à partir de 80 ans en retournant, tu vois. Je connais toutes les choses que je veux faire de ma vie. Et ça, c'est pas qu'aujourd'hui, c'est depuis. C'est depuis, j'ai toujours eu à planifier ma vie comme ça. C'est-à-dire que je connais les étapes que je vais traverser, je connais tout ce que je vais faire dans le plus petit des détails que tu puisses imaginer. Donc ça, c'est de 1, raison pour laquelle je ne regrette pas ce que je fais. Parce que je planifie en avance. Et la deuxième des choses, c'est quoi? Je me concentre sur le plus important. C'est-à-dire qu'il faut être capable de faire la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent. Ouais. Et la majorité des gens se concentrent sur ce qui est urgent. Ce qui est urgent n'est pas important forcément. Ouais, hein? Et ce qui est urgent peut être important pour toi. Hein? C'est important pour toi, mais pas important pour moi. Mais parce que c'est une urgence, tu fais de ça une priorité pour moi. Tu vois? Donc là, je suis en train de parler des priorités. Il faut faire des priorités. Moi, par exemple, je planifie mes journées en avance. C'est-à-dire que avant d'aller me coucher, je sais ce que je dois faire demain. Hein? J'ai une liste des choses que je dois faire demain. Et je me concentre sur les 3, 4, 5 choses les plus importantes. Et je commence par ces choses. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec des to-do list, hein, mais le danger des listes to-do, c'est quoi? C'est de juste mettre des crochets. Hein? J'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Comment est-ce que tu as fait? Mais est-ce que c'est important? C'est pas forcément important ce que tu as fait. Hein? Donc moi, et c'est pour ça que les gens procrastinent beaucoup, parce que les choses qui sont importantes sont les choses qui demandent la concentration, qui demandent l'attention. Mais parce que ça demande une certaine énergie, les gens vont remettre à demain, ils vont remettre à après-demain. Mais moi, je fonctionne pas comme ça. Peu importe ce que ça va demander comme énergie, est-ce que c'est important? Si c'est important, je commence par ça. Et même au niveau du boulot. Hein. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me construire une réputation de celui-là qui fait des choses importantes dans les délais et bien. Justement, ça aussi. Ouais. Donc, j'invite aussi nos amis à travailler pour une réputation. Hein. Ouais. Si ta réputation, c'est d'être le visionnaire, développe-toi ou forme-toi à la vision, à être créatif. Si ta réputation, c'est d'être fiable ou ton éthique de travail, concentre-toi sur les choses importantes. Parce que malheureusement, on ne va pas juger les gens à la quantité de travail qu'ils ont fait, le nombre de temps qu'ils ont fait. On veut savoir, est-ce que tu as fait les choses importantes? Oui. Est-ce que tu les as bien fait? Oui. Et c'est là que le salaire va suivre, c'est là que tout ce que tu veux, les promotions et tout vont suivre. Bien sûr. Bon, maintenant, Conci a également lancé, tu as lancé le deuxième truc à côté de la bourse que tu fais, beaucoup de choses, tu as plusieurs casquettes. Est-ce que tu peux peut-être dire en quelques mots ici les casquettes que tu as? Bon. À côté de ton côté déjà, ton côté d'employé dans ton entreprise, avec qui tu travailles, ce que tu fais en parallèle, quoi. Ce que moi je connais, c'est la bourse. Oui. Et il y a également le concept de séducteur de recruteur, en fait, qu'on parle aussi dans cette vidéo. Oui. Donc, je fais parallèlement la bourse qui marche bien, et puis j'ai des coachings aussi que je donne dans ce domaine. L'immobilier, j'ai beaucoup investi en Allemagne dans l'immobilier. J'ai aussi eu à offrir des formations. Mais c'est autant de programmes que je suis en train de raffiner pour pouvoir le proposer au grand public. Ça va prendre encore quelques temps parce que je veux faire un truc bien. Ajouter à cela, je fais aussi dans la mode, c'est-à-dire beaucoup plus pour les hommes, les vestes sur mesure, tout ce qui est chaussures, accessoires, donc je fais dans ça parce que j'ai grandi dans ça. Ma maman, elle est styliste. Mon papa, lui, il est architecte, raison pour laquelle je me retrouve dans l'immobilier. J'ai grandi non seulement dans le style, mais aussi dans le béton. Donc, c'est une suite logique, je dirais comme ça. Et aussi, je fais dans le concept dont tu parlais, super séducteur de recruteur. Ça, c'est les éléments les plus importants. Il y a d'autres trucs qui sont dans le pipe, mais bon, on va parler peut-être plus de super séducteur de recruteur.
Donc, l'idée de super séducteur de recruteur naît comment? Il y a pas mal d'amis qui me contactent. Ils savent que j'ai une expérience dans le recrutement. Donc, ils me contactent pour que je les accompagne sur les demandes qu'ils sont en train de faire dans des entreprises. Et je les interviewe, je monte leur dossier, je fais les lettres de demande, je fais leur CV, je mets à jour. Et quand je les interviewe, je me rends compte que ce qui est évident pour moi est très loin d'être évident pour les gens, eux, tu vois, pour eux. Donc, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Je vais te citer un exemple ici. L'une des questions standards que tous les recruteurs posent, par exemple, c'est « Parlez-nous de vous ». Parlez-nous de vous. Mais 99,99% des candidats ne comprennent pas le sens de cette question. Ils se disent qu'ils doivent retracer le parcours depuis la maternelle. Depuis la maternelle. Mais il n'est pas question de ça, parce que le recruteur, il s'en fout de où tu es né, il s'en fout de où tu as fait la maternelle, il s'en fout de... Voilà, c'est pas ça le but de la question. À la limite, c'est même une insulte au recruteur, parce qu'il a déjà lu ces informations dans son CV. Justement. Et donc, les candidats, ils devraient comprendre la question plutôt comme pourquoi est-ce que tu es le candidat idéal à ce poste. Et c'est l'occasion pour le candidat de citer, on va dire, deux compétences essentielles pour lesquelles il est le candidat idéal pour ce job. Il n'est pas question de raconter son histoire ici, mais de dire au candidat, parce que le recrutement ou alors l'interview, c'est une situation par excellence de commerce, où le candidat est le vendeur, il doit se vendre et le recruteur est l'acheteur. Et dès le départ, dans les 5 premières minutes, tu dois avoir convaincu. Parce que quand toi tu vas dans un marché, tu vas acheter quelque chose. Si déjà dès le départ, tu n'es pas convaincu, même si le commerçant te dit quoi, tu n'es plus avec lui. Tu as déjà fait ta décision dès le départ, quand tu as vu la marchandise par rapport à sa présentation, par rapport au premier truc que le commerçant t'a dit. S'il rate sur cette première étape-là, c'est perdu. Et c'est pareil dans le recrutement. Mais malheureusement, beaucoup de candidats ne savent pas ça. Et toutes les questions qu'on pose dans les interviews, il y a un fond caché. Bien sûr. Il y a quelque chose qui veut demander en façon implicite, en fait. Une autre question, je ne vais pas déballer toutes les questions ici, mais une autre question, où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Par exemple, il y a beaucoup de candidats qui se disent que, ça c'est les réponses que j'ai généralement, les gens qui vont te dire dans 5 ans, je me vois manager, je me vois project manager, je me vois ceci, je me vois cela. C'est pas de ça qu'il est question. Le recruteur, il veut juste savoir, est-ce que dans 5 ans, tes plans sont encore avec nous ou pas. Oui, tu comptes nous quitter. Voilà, exactement. Donc dire au recruteur, dans 5 ans, je me vois manager de ceci, de cela, ça peut donner l'impression qu'on veut utiliser cette entreprise juste comme un tremplin pour mieux sauter et atterrir ailleurs. Tu vois un peu? Et au lieu de répondre comme ça, il faudrait dire dans 5 ans, déjà les attentes personnelles que j'ai de moi, c'est que dans 5 ans, j'ai maîtrisé mon rôle, que je sois l'expert dans mon domaine et que je sois capable de transmettre cette expertise aux employés de l'entreprise. Là, franchement, il n'y a aucun recruteur qui ne va pas te séduire. Parce que tu t'identifies à l'entreprise, tu leur montres que je veux faire partie de votre groupe et je veux augmenter la valeur. Parce que vous m'avez formé, je veux également former les autres. Et après, les promotions vont venir toutes seules. Donc, dès le départ, il ne faut pas montrer aux recruteurs que ce qui m'intéresse, c'est la promotion, c'est l'argent, c'est parce que lui, il a d'autres intérêts. Il veut savoir si tu es le candidat qui va apporter une valeur ajoutée au groupe. Donc c'est autant de questions comme ça qui se posent. Donc c'est là que tu as eu donc l'idée de créer le concept pour toucher une grande majorité de personnes. Exactement. Tous ceux en fait qui veulent peut-être postuler, parce qu'il y a beaucoup de cas de Camerounais en fait qui finissent les études, ils ont les bonnes notes, mais ils ont du mal à trouver du travail. Ça veut dire qu'ils se postulent dans beaucoup d'entreprises. Généralement ils se voient trouver peut-être après un an et demi, 2 ans avant de trouver le job en fait. Oui. Donc après toi, c'est parfois dû à quelle déjà, il y a plusieurs raisons, mais pour moi, la raison la plus importante, c'est l'emballage. C'est-à-dire que lorsque tu vas dans un supermarché, tu vas dans le rayon du riz, il y a le riz basmati. C'est le même riz qui est à l'intérieur, mais ce qui fait la différence, c'est l'emballage.
ton œil va frapper sur le meilleur emballage. Ouais. Tu ne vas pas, parce que tu ne sens pas, tu ne connais pas. Tu ne peux pas préparer tout de suite, quoi. Oui, c'est le même riz et c'est l'emballage que tu vas choisir. Et c'est pareil avec le recrutement. Hein. Pourquoi? Parce que le recruteur sera séduit par le meilleur emballage. Il ne connaît pas le goût. Hein, parce que dans le CV, on lui présente certes les compétences, mais c'est pendant l'interview qu'on se rend à l'évidence si c'est le bon candidat ou pas, avec les questions qu'on va poser. Mais déjà, dans le premier contact qu'on a avec un recruteur, c'est quoi? C'est son CV, c'est sa lettre de présentation. Mais des fois, quand je vois des lettres de présentation, quand je vois des CV, je suis vraiment dégoûté, quoi. Parce que je me dis, les gens doivent se prendre un peu au sérieux. Tu ne peux pas demander à avoir un salaire de 50 000, mais tu n'es même pas capable d'aller chez un photographe te faire une photo professionnelle. Hein? Qui coûte peut-être 20 euros, 25 exactement. Euros. C'est une entreprise que tu vas aller représenter. Et qu'est-ce que tu veux que le recruteur pense de toi quand tu vas faire un selfie dans ta chambre avec ton lit en arrière-plan? Mais attends, prenons-nous. Et donc, c'est autant de choses qui foirent déjà chez beaucoup de candidats. Hein. Ils ont un très mauvais emballage. C'est vrai, des gens se disent qu'ils ont peut-être un mentor, 2 mentors, c'est déjà bien. Mais il faut faire attention à avoir un mentor qui est capable de tout. Ce n'est pas parce qu'il parle bien allemand qu'il sait ce qu'il faut mettre dans une lettre de présentation. Non, il faut faire attention. Il faut se rapprocher des personnes qui peuvent, qui font dans le recrutement, se rapprocher des personnes qui ont une expérience dans la gestion du personnel, ce genre de choses, quoi. Ou alors, tout simplement, se rapprocher de super séducteurs, de recruteurs. Ok, justement. Donc, et ça veut dire que toi, également, dans ton boulot quotidien, tu fais également dans le recrutement, non? Oui, bien sûr, donc, puisque je recrute mes employés. Dans ton entreprise, dans l'entreprise. Exactement. Il y a 2 semaines, je faisais une interview. On a embauché la candidate. Elle a pu me convaincre. Donc, de son truc, là, tu... Exactement, exactement. Et qu'est-ce que tu penses qu'il y a les erreurs typiques, par exemple, que les gens font dans les CV? Si on veut peut-être quelques erreurs, 2 erreurs que tu peux donner, à côté de la photo que tu as déjà bien illustrée. Oui. Est-ce qu'à côté, est-ce qu'il y a le point que tu estimes peut-être que, parfois négligé par les étudiants étrangers, notamment les étudiants africains? Oui. Bon, déjà, il y a ça. Et puis, ça, c'est pour ce qui est de la forme. Parce que parlant d'un CV, il faut mettre l'accent sur la forme et sur le fond. Parlant de la forme, il y a le design. Hein? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus à l'époque là où les gens vont prendre Word et coller juste des trucs vraiment fades là. Hein? Il est question de sortir du lot. Parce que les gens doivent comprendre, moi c'est le cas pour moi, hein. Des fois quand j'ai un job en ligne, je reçois 50 demandes, 100 demandes et je n'ai pas toujours le temps qu'il faut. Et en moins de 20 secondes, il faut avoir convaincu le recruteur. Et le premier élément pour convaincre, c'est la forme. Hein, c'est la forme. Il faut un peu de vie dans le CV. Et là, beaucoup de nos frères foirent, hein, parce que ils font des CV vraiment fat. Il y a rien, on ne peut pas se souvenir de ça. C'est pas vivant en fait, ouais. C'est pas vivant, on ne peut pas se souvenir de ça. Parce que dis-toi que si tu as 100 demandes, après tu fais un petit, tu essaies de penser là, quelle est la demande qui m'a le plus marqué. C'est pas la demande de fade, hein. Tu vas voir des trucs où il y avait le design était à point, où il y avait la lisibilité était bien. Parce que ça doit être facile à lire. Bien sûr. Et vous ne voulez pas, on ne veut pas, c'est pas au recruteur d'imaginer ce que tu veux dire. C'est à toi de... Ça doit être clair dans ton CV. On doit voir que tu as commencé par là, tu as fait ceci, tu as fait cela. Ton expérience doit être claire. Et très souvent, quand je lis les CV des frères avec qui je collabore, je ne sais pas de quoi il est question. Tu vois, je ne sais pas où il a commencé, je ne sais pas où il a terminé. C'est un mishmash. Et ça, il faut travailler ça. Ok. Donc ça doit être fluide, ça doit être compréhensible. Et présentable également, déjà à l'œil nu en fait. Exactement. Ok, donc maintenant ça veut dire que maintenant au niveau des recruteurs, ça veut dire que si peut-être quelqu'un veut avoir ce management-là, ça veut dire si quelqu'un veut se rapprocher vers ton équipe ou peut-être vers toi pour savoir comment le postuler, quels sont les services que tu proposes? Est-ce que
traites toi-même les documents de ces personnes-là ou tu les coaches seulement sur la façon dont eux-mêmes ils doivent éditer leur CV? Oui, donc là j'ai 4 dossiers sous la main que je traite et je les traite moi-même. C'est-à-dire que je demande à avoir le CV de base. Je demande à avoir le CV de base que j'optimise. Je l'optimise en apportant plus de vie, en rendant les informations plus claires. Je rédige aussi la lettre de présentation. Et la lettre de présentation, parce que beaucoup font de copier-coller sur Internet. Ils vont prendre des matrices qui vont juste changer le nom de l'entreprise. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Donc, je fais une lettre de présentation sur mesure pour l'entreprise. Ça veut dire que s'il y a 100 demandes à faire, c'est 100 lettres de présentation qu'on va faire. Et quand je parle de 100 lettres de présentation, c'est quoi? C'est dans la lettre de présentation, on redonne les valeurs, on redonne la mission de l'entreprise. On commence par montrer à l'entreprise qu'on sait qui elle est. Bien sûr. Quand c'est assis, on a étudié leur site, on a décortiqué leur site, on connaît quelles sont leurs valeurs, on connaît quelle est leur mission et on commence d'abord par flatter leur ego, par les flatter. Parce que ça, c'est une technique qui marche beaucoup, qui peut résister à la flatterie. On commence par ça et puis on donne le parcours et puis on clôture avec l'invitation. Mais de façon vraiment, de façon vraiment optimiste, quoi. C'est-à-dire, on présente le candidat de telle sorte que le recruteur se dise, non, ça, c'est celui qu'on veut qu'on veut absolument inviter. Exactement. Mais il y a également les cas où on invite, mais finalement, après l'interview, ça ne sait pas ça, quoi. Oui, justement. En fait, le candidat n'arrive pas à présenter ou être capable à remettre de façon vocale ce que lui, il a eu à écrire dans le document. Justement. Oui. Est-ce que tu es de ce sens-là? Le CV et la lettre de présentation sont juste le passeport d'entrée. Voilà. C'est juste le passeport d'entrée et c'est les plus importants parce que le but, c'est d'entrer, mais pas seulement d'entrer et de rester. Donc déjà avec le CV et la lettre de présentation, on facilite l'entrée et je prépare de façon intensive les candidats à l'interview. C'est-à-dire que je les prépare j'ai 20 questions les plus communes, les questions les plus croustillantes qui reviennent dans la majorité des interviews. Je ne garantis pas que les 20 vont venir, mais on est préparé en conséquence. Et du coup, dans les interviews, les candidats, généralement, ceux qui ont travaillé avec moi, ils ne sont pas surpris. Parce que c'est des questions qu'on a travaillées. C'est un peu comme aller à un examen ayant déjà eu l'eau. Comme on dit chez nos pays. Aller à un examen connaissant déjà les réponses aux questions qu'on va poser. Ok, ça veut dire que tu es de ce sens-là. Et maintenant, quels sont tes barèmes en fait, en termes de prix? Est-ce que tu regardes par rapport à l'entreprise, la personne veut se postuler ou il y a un prix général? Non, je ne fais pas de différence. Là, je ne fais pas de différence. Donc, j'ai un barème général d'accompagnement qui, je ne sais pas s'il faut le dire ici, mais bon, pourquoi pas. J'ai un barème de 497 € avec garantie de payer seulement après qu'on ait décroché le boulot, l'emploi. C'est-à-dire que c'est une collaboration que je fais avec des gens. Leur succès, c'est mon succès. C'est parce qu'ils réussissent que moi je réussis. C'est-à-dire que ce n'est qu'après avoir réussi dans cette procédure-là qu'on me paye, mais sur 3 échelons. C'est-à-dire que ça revient à quelque chose comme 160 €, un truc comme ça. Donc sur trois paiements. Et ça, c'est le paquet complet. Ça, c'est le paquet premium, le paquet complet. C'est-à-dire que je prends le candidat par la main et je l'amène dans les portes de l'entreprise. Exactement. Et ça se passe comment en séance de coaching? Parce que tu fais les séances d'interview également avec le candidat. C'est combien de séances sur le truc? C'est autant qu'il aura besoin. Ah bon? Autant qu'il aura besoin. Disons que la plus intense, c'est la première. Parce que je prépare toutes les questions avec lui. Et une fois qu'il a compris le principe, il peut adapter comme il peut. Mais dépendant de l'entreprise pour laquelle il va faire l'interview, je peux revenir sur des points essentiels. Je peux revenir sur des points essentiels et lui expliquer encore ce qu'on attend de lui, parce que très souvent aussi les candidats, ils ne savent pas ce qu'on attend d'eux. Et comme j'ai une expérience assez diversifiée dans plusieurs domaines, que ce soit de la biotech, que ce soit du management, que ce soit de l'électronique, donc je suis capable d'orienter les candidats pour qu'ils comprennent mieux ce qu'on attend d'eux.
Ok. Donc ça veut dire maintenant si quelqu'un est intéressé et qui voudrait te contacter, est-ce que le paiement se fait en ligne? Est-ce qu'il faut d'abord t'écrire? C'est que tu as une page Facebook par exemple? Oui, j'ai une page Facebook sur laquelle on peut me contacter. Mais disons que moi, je ne mets pas l'accent sur le paiement. Hein. Je l'ai dit déjà au début. Hein. Oui. C'est-à-dire que on va commencer la collaboration. Je vais voir leur dossier. On va voir les entreprises pour lesquelles ils veulent postuler. Mais après, on a un contrat qu'on va signer. Bien sûr, ok. Ou si tu veux, une commande qu'ils vont passer. C'est un formulaire avec leur commande officielle. Et puis, on va démarrer la collaboration. Justement, je voulais venir sur la question de l'ANAC, en fait. Tu connais un milieu camerounais, il peut te dire, bon voilà, oui, comme tu dis qu'on paye après, s'il n'y a rien de signé, bon voilà, quoi, il obtient le boulot et puis il s'éclipse. Oui, oui. Il y a les cas comme ça également. Disons que jusqu'ici, j'ai pas encore eu des cas comme ça. J'ai eu un seul cas dans lequel la personne a voulu... Bref, c'est désengagé. Je ne connais pas trop les motivations. Hein. Peut-être que la personne avait trouvé le boulot, je ne sais pas trop. Mais après, moi, je vois toujours la vie comme une expérience. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ce qui est important pour moi, c'est ce que j'apprends. Donc, j'ai appris de cette situation qui pouvait avoir des arnaques, qui pouvait avoir des... Mais après, moi, je me dis, bon, voilà, moi, je crois au karma. Hein. Je souhaite à la personne tout le meilleur. Je lui souhaite de décrocher... Hein? Mais après, je me dis, est-ce que c'est le meilleur moyen de fonctionner? Le meilleur oreiller, c'est la conscience tranquille. Hein? Si la personne a la conscience tranquille, tant mieux. Mais j'en doute. Non, c'est une bonne chose parce que c'est vraiment un point que tu touches qui est très intéressant parce qu'il y a malheureusement beaucoup d'étudiants étrangers qui n'arrivent pas également, qui ont des difficultés à accéder aux entreprises. Non, ils sont nombreux. Justement parce qu'ils ne savent pas bien se vendre. Quoi. Parfois même quand ils ont réussi l'étape d'être invités, après l'invitation, ça ne se passe pas. Quoi. Or, généralement, à l'invitation, tu es déjà plus ou moins à 50% déjà accepté. Plus ou moins. Bien sûr. Et après, bon, ils n'arrivent pas à se vendre, ils ont parfois peur. Parfois, ils demandent même parfois à la négociation du salaire. Il y a la question, je vais te poser en fait la question sur le salaire. Oui. Il y a des entreprises qui demandent de façon ouverte et claire, qu'est-ce que tu veux, combien tu aimerais qu'on te paye? Oui, bon, ça c'est une question compliquée. Hein? C'est une question compliquée pour ceux qui ne savent pas comment répondre. Mais c'est pas difficile. Pourquoi? Parce que si on a fait ses recherches à l'avance, j'invite déjà en fonction du job, faire ses recherches et généralement c'est un intervalle. C'est un intervalle. Et moi, ce que je conseille aux gens, c'est de montrer aux recruteurs que j'ai fait mes recherches. Si, par exemple, pour un job donné, l'intervalle, c'est, disons, 40 000 et 48 000, pour faciliter. 40 000, 48 000. On va dire aux recruteurs que j'ai fait mes recherches et pour ce job, dans votre entreprise, vous donnez entre 40 et 48 000. Il y a des sites pour faire des recherches, comme, comment ça s'appelle, Glassdoor. Il y a un site comme Glassdoor, vous pouvez avoir toutes ces informations là-bas. J'ai fait mes recherches, c'est entre 40 et 48 000 pour ce job. Et j'estime ma valeur à 45 000. Mais parce que je suis débutant, je vais débuter à ce job et je ne serai sans doute pas productif au maximum dès le départ, je suis prêt à aller à 43 000. Par exemple, tu vois. Donc, tu montres au recruteur que j'ai fait mes recherches et je suis flexible. Bien sûr. Et en même temps, tu te mets dès le départ dans la position d'augmentation de salaire. C'est-à-dire que quand je serai efficace, quand je serai productif, vous connaissez déjà ma valeur. Je vous ai dit, je m'estimais à 48 000, à 47 000. Et parce que je sais que je ne suis pas encore productif, je vais apprendre le boulot. Je suis prêt à accepter moins de 45 000, je suis prêt à prendre 43 000, tu vois. Et ça donne des portes d'ouverture aux recruteurs. Parce que si tu viens, tu lui dis c'est 50 000. Si le job c'était à 45 000, c'est clair que tu te fous les bâtons dans les roues. Peut-être tu donnes une somme aussi peut-être qui est très en deçà. Exactement. Et il estime que tu n'es pas quelqu'un de sérieux. Exactement. Donc il faut se donner cette petite marge-là, rester flexible et il faut être un bon négociateur. Bien sûr également.
Exactement. Donc, vous savez, si vous avez des soucis à ce niveau-là, pour contacter Consti, vous pouvez seulement laisser un commentaire. Je vais passer le truc. Vous pouvez laisser simplement la page Facebook, le truc en dessous de la vidéo, et vous pourriez simplement contacter. Je pense que c'est un point qui est très intéressant. Mais Consti, je voulais revenir peut-être pour terminer l'interview sur la question, sur le déclic en fait. Parce que ton ancienne entreprise, tu travaillais pas comme recruteur, non? Si, j'avais aussi une équipe que tu gérais. Oui. Mais dans la biotechnologie quand même. Dans la biotechnologie. Oui, exact. Donc maintenant, le recrutement que tu fais dans la nouvelle entreprise, c'est dans le cadre de la biotechnologie. Mais la tâche en fait que tu fais de quotidien, c'est un truc spécifique à c'est quoi la position exacte? Non, en fait, moi, je suis directeur d'un département. Ah, ok. Je suis directeur d'un département et c'est moi qui recrute justement les employés de mon département. Oui. Ok. Ça marche. Et du coup, avec les rouages et le côté expérience que tu as justement vu, puisque tu es le décideur finalement, quoi. Exactement, je suis le décideur, bien sûr. Et par rapport à tout ça, en fait, je pense que c'est une bonne position, en fait, parce que quelqu'un qui tu décides, tu sais exactement ce que tu dois regarder pour décider. Bien sûr. Et être coaché par quelqu'un qui décide directement, je pense c'est une plus-value en fait pour ceux-là qui vont faire. Bien sûr. Donc ça vaut le coup. En fait. Bien sûr. Donc c'est moi qui décide, c'est moi qui fait toutes les négociations. Et là, je vais dévoiler un petit secret. Je vais dévoiler un petit secret aux candidats. Le but lors d'une interview, c'est de se faire apprécier du recruteur. Là, c'est la psychologie. Parce que si le recruteur dès le départ t'apprécie, parce que tu es super positif, même si tu es nerveux. Même si tu es nerveux, la nervosité, c'est normal, c'est humain. Mais il faut rester dans la positivité, il faut le sourire qui va avec et il faut être compétent. Parce que tout ça ne va servir à rien si on n'est pas compétent. Il faut savoir se vendre. Mais rester positif. Parce que si le recruteur, dès le départ, il t'apprécie, il ne va pas te poser des questions difficiles. Ah bon? C'est la psychologie. Donc dès l'entrée des jeux, en fait, dès la réception dans la salle, tu dois... Bien sûr. Regarde un peu toi-même dans ton parcours. Quand tu apprécies quelqu'un, est-ce que tu veux mettre la personne mal à l'aise? Non, pas du tout. Non. Et c'est ça. Donc le but doit être dès le départ de faire une bonne impression, de se faire apprécier avec le sourire, avec les termes positifs. Il y a des termes, il faut éviter la négativité. Bien sûr. Dans tous les sens possibles, il faut éviter la négativité et se mettre en tête que je veux me faire apprécier. Je ne parle pas de manipulation. Bien sûr. Mais bon, ça c'est autant de trucs que je travaille avec mes collaborateurs. Ça c'est la partie psychologique. Parce que les gens doivent comprendre que le recrutement c'est 80% de psychologie et seulement 20% de mécanique. Bien sûr. Bon, j'ai une question encore. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a le droit en tant que candidat d'avancer par exemple? Parce que généralement, dans le recrutement, il y a parfois 3 personnes de la source des ressources humaines. Il y a parfois les dames, quoi. Est-ce que c'est possible de dire, bon voilà, vous êtes jolie aujourd'hui, vous êtes bien habillée? Est-ce qu'on peut faire les compliments à ceux qui recrutent en fait? Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut être très subtil. C'est pas mauvais. Je parlais tantôt de la flatterie. Il y a personne qui résiste à la flatterie. Je vais donner un exemple ici. Lors la dernière interview que j'ai faite, donc j'étais dans le siège du candidat. J'ai pris la peine d'étudier le profil de celui qui devait me recruter. Du recruteur. J'ai pris la peine d'étudier et il avait un parcours super impressionnant. C'est-à-dire qu'en l'espace de 10 ans, il est passé de commercial à ceci, à cela, à chef sur un. Et son parcours était impressionnant. Dans les 5 premières minutes de l'interview, je lui ai fait la remarque. Je lui ai dit, je suis impressionné par son parcours. C'est impressionnant de voir quelqu'un qui, à chaque 2 ans, a mis toujours un top, qui a évolué comme ça. Et j'ai vu comment ses yeux brillaient. J'ai vu comment il s'ouvrait. J'ai vu comment à la fin de l'interview il me demande mais vous étiez où depuis? J'ai l'impression qu'on a créé le job pour vous, c'est comme si c'est vous. Et dès le départ j'ai réussi à faire qu'il m'apprécie. À déclencher en fait. Et là la flatterie a joué un grand rôle. Non, c'est important. Donc ça veut dire que il faut faire un compliment, mais côté constructif, il faut faire attention. Il faut être constructif. Faut peut-être, surtout envers les femmes. Oui, parce qu'elle peut penser que tu es... envers les femmes, exactement. Elle peut analyser autrement. Surtout que tu ne sais pas à quoi elle a déjà été confrontée. Tu vois un peu. Peut-être qu'elle a été confrontée aux hommes qui abusent de sa beauté. Et tu lui fais un commentaire du genre et ça va dans tous les sens. Et puis finalement tu paies.
Ouais, donc c'est un peu ça, il faut faire attention. Et je pense que c'était intéressant que je t'invite de prendre ton point de vue, parce que je pense que dans ce domaine-là, tu es quand même bien calé en termes d'expérience également. Mais est-ce que tu penses que, comme toi, tu as déjà dit au départ que bon, normalement, tous les 3 ans, Oui. on devrait peut-être penser à changer. C'est changer dans la même entreprise ou alors changer radicalement d'entreprise ou changer de domaine de travail? Oui, bon, déjà, je ne veux pas qu'on le prenne de façon standard. Hein. C'est pas une formule standard que je veux donner ici. Mais en général, on peut, si les opportunités se présentent dans l'entreprise, il faut les saisir. Mais pour les saisir, il faut s'être préparé à l'avance. Ouais. Hein? C'est-à-dire qu'il faut mettre les chances de son côté en se préparant. J'invite les étudiants, j'invite même les travailleurs à diversifier leur formation. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Diversifier votre formation. Hein? Parce que le monde change tellement, la technologie va tellement vite que ce qu'on a étudié il y a 5 ans, aujourd'hui, ce n'est même plus demandé. Et pour être toujours attractif sur le marché de l'emploi, il faut se mettre à jour. Il faut en permanence, que ce soit avec des lectures, que ce soit avec, je ne sais pas moi, des formations sur YouTube, peu importe hein, où est-ce qu'on se forme, mais il faut diversifier, il faut se former. Ceux, par exemple, qui font un bachelor et envisagent de faire un master, n'allez pas faire un master sur ce que vous avez fait au bachelor. Bien sûr. Non, ne faites pas ça. Allez faire un master en project management, un truc passe-partout. Un truc passe-partout qui va vous valoir la porte d'entrée dans différentes entreprises. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait. Après le bachelor, je me suis dit, bon voilà, je voulais bien faire un master, hein, mais après je me suis dit non, je vais aller travailler et parallèlement au travail, je vais faire un master. Sauf que j'ai pas fait un seul master, j'ai fait 3 masters en parallèle. En begleitend. Exactement, exactement. Mais dans différents domaines. J'ai eu à faire un master en psychologie, j'ai eu à faire un master en gestion d'entreprise. Ça, c'est un MBA, comme on m'a appelé. J'ai eu à faire un management, un master en management des affaires étrangères. Et c'est ça qui me vaut aujourd'hui cette flexibilité-là, de pouvoir parler de différents thèmes, de pouvoir entrer dans plusieurs entreprises. Ok. Et les masters que tu l'as fait, c'était en ligne aux universités? En ligne. C'est des masters en ligne. Il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. Non, c'est super, c'est super. Et les masters duraient combien de temps? C'était des programmes de 2 ans. 2 ans, ok. Ouais. Et ça coûtait cher ou? Bon, cher, c'est relatif. Bon, c'est relatif. Il faut que tu vois ce que tu gagnes, quoi. Ouais, par rapport à ce que tu gagnes et ce que tu vas atteindre. C'est ça aussi, donc, moi, ici, je dirais, en fonction de ce qu'on veut atteindre, ça peut être cher comme ça peut... Pour moi, c'était pas cher. C'était pas cher, ok. Mais j'ai une dernière question constitue maintenant, tu as parlé 497 €, non? Si tu veux faire accompagner quelqu'un. Oui. Est-ce qu'il y a des offres peut-être pour ceux qui viennent peut-être de finir avec les études, bon voilà quoi, ils veulent peut-être pas tout le paquet, ils veulent peut-être simplement que tu les aides à faire leur CV? À ce niveau, pour ceux qui veulent juste le CV et la lettre de présentation, j'ai une offre de 97 €. Ah, c'est offre basique et premium. Oui, oui. Okay. Donc là, c'était l'offre premium pour tout le paquet complet avec préparation intensive à l'interview. Pour ceux qui veulent juste le CV ou la lettre de présentation, là, c'est 97 €. Et je leur enseigne également comment faire. Parce que mon but, c'est pas... Là, c'est le côté social aussi. Bien sûr. Le but, ce n'est pas de juste se faire de l'argent, mais d'enseigner aux gens comment le faire. J'ai beaucoup de programmes de formation où j'enseigne aux gens comment faire. Comment ça se passe, quoi? Comment faire pour le truc. Ok, donc je pense que c'est ici que l'interview se termine. Moi, je dis merci. Sur les autres casquettes, à savoir l'action et l'immobilier, c'est le côté business également que je compte introduire sur la chaîne. Je pense que sur ça, tu seras un bon profil également. Ah oui, merci. Là, on va parler du gros argent, quoi. Non, c'est important. Et parlant des formations, pour conclure avec ça, j'ai pas mentionné ça. J'offre Bref, je suis en train de travailler sur des formations en ligne dans plusieurs domaines, pour le développement personnel, pour le leadership, donc les managers, pour ceux qui ont des aspirations de manager. Et j'invite ici
tous ceux qui nous écoutent à vraiment viser loin. Hein. Il faut, c'est pas parce que, voilà, faut pas s'identifier seulement avec notre couleur de peau. Se dire que c'est des conneries. Il y a des gens qui vont dire que tu es noir, tu peux pas faire ceci, mais c'est des conneries. Si on a le bagage intellectuel qui va avec, si on a ce qu'il faut, la poigne en fait qui va avec, on va décrocher ça. Bien sûr, hein. bien Donc sûr. j'invite vraiment tous ceux qui nous suivent à vraiment viser loin et à faire ce qu'il faut pour atteindre cela. À faire les sacrifices en fait qui vont avec. Exactement. Et normalement c'est possible quoi. Je veux dire, s'il y a tant de personnes qui s'en sortent, ce n'est pas au hasard. Aujourd'hui, on a beaucoup de Camerounais, chefs d'entreprise, également chefs dans les différents domaines. En fait, ceux qui réussissent en fait par le même système en fait, qui était encore plus rude à l'époque parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de possibilités. Je pense que c'est un truc à saisir. Donc moi je te dis merci Consti. Merci. Et on va se revoir la prochaine. Donc à ceux qui nous regardent, si vous êtes intéressés, vous pouvez laisser simplement un commentaire. Je vais laisser le lien de Facebook de Super Séducteur que vous pourrez donc contacter simplement par Messenger et tout pour entrer en contact, avoir la commande et si vous êtes intéressé par cela quoi. Donc je pense qu'on s'y fait également des lives parfois sur Facebook où il explique encore tout ça en détail sur les différents trucs et je pense que c'est un truc à saisir quoi. Donc pour ceux-là qui sont fraîchement en train de terminer les études, c'est bien de se faire coacher et savoir directement et entrer dans l'entreprise de votre choix ou de votre rêve. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo et d'ici à aller regarder le sourire, on se dit bye bye, semaine prochaine, bye. Ciao. Audio Jungle.